Attention, cet épisode comporte la description d'actes de torture et de violence. Mais parce que nous sommes dans un pays où avoir trempé dans des crimes coloniaux n'est pas jugé comme étant infamant, comme étant grave. Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Pour cet épisode, les montages, mixages et réalisations sont confiés à Osama Ezaz du média Artisan de l'Esprit qu'on remercie. Les prises de vue et montages vidéo sont l'œuvre de Alex Camara et son équipe qu'on remercie aussi. Dédiaboliser, c'est le terme qui accompagne désormais la description du RN, le parti d'extrême droite qui a su faire croire à une forme de respectabilité en s'imposant dans les arènes de la République. Mais évidemment, vous nous connaissez, dans Kiffe ta race, on n'est pas dupe. Si le Front National est connu pour avoir été fondé il y a une cinquantaine d'années par des nostalgiques du nazisme, on sait beaucoup moins à quel point ses racines puisent dans la pensée colonialiste. Et les clés pour le comprendre se trouvent dans la biographie de Jean-Marie Le Pen, l'artisan idéologique de ce parti, dont l'existence est aujourd'hui totalement banalisée. Que nous enseigne le parcours de Jean-Marie Le Pen sur ce qu'est son parti aujourd'hui ? C'est le thème que nous allons évoquer avec notre invité du jour, Fabrice Riceputi, historien, chercheur associé à l'Institut d'histoire du temps présent. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Bonjour, merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi d'être là. Tu co-animes également le site histoirecoloniale.net, une mine d'informations qu'on vous recommande. Et on t'invite aujourd'hui, en raison de la parution de ton livre, Le Pen et la torture, aux éditions Le Passager clandestin. Alors, tu ne le sais peut-être pas, mais dans Kiffe ta race, on a un petit rituel. On se définit sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme asiatique en France, moi comme une personne noire. Et en fait, on voudrait savoir si toi, tu te définis sur la manière dont tu es perçue dans le contexte français. Et si oui, comment ? Comment je suis perçu ? Ouais, comment tu te définis ou comment tu es perçu ? Incontestablement comme un vieux mâle blanc, ça fait pas le moindre doute. Bon, moi, je me perçois aussi comme issu d'une immigration italienne, celle de mon père et de mes grands-parents paternels. D'où ce nom que les journalistes ne savent pas toujours comment prononcer, Riceputi, voilà, enfin je sais pas quoi dire de plus, j'étais pas préparé à la question. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience de cette position sociale ? Oui, certainement, et probablement assez tardivement, en réfléchissant bien sûr à ces questions-là, assez tardivement, c'est vrai. Ouais. Alors, dans ton livre, Le Pen et la torture, tu livres un récit absolument glaçant. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la genèse de ce livre, c'est-à-dire comment est-ce que tu t'es engagé dans ce travail, dans cette réflexion, et le contexte politique dans lequel il s'insère ? Oui, alors, bon, il se trouve que je suis historien, notamment des violences coloniales, notamment durant la guerre d'indépendance algérienne, et notamment de cette fameuse année 1957, durant laquelle s'est passé ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, et dans laquelle Jean-Marie Le Pen s'est trouvé. Bon. Jusqu'à une date assez récente, l'idée d'écrire un livre consacré au passé tortionnaire, proprement dit, de Jean-Marie Le Pen lui-même ne m'était pas venue. Elle n'est d'ailleurs venue à aucun historien jusque-là. Parce que je suis de la génération qui, dans les années 80, 90, 2000, a entendu parler des révélations faites dans la presse, des accusations, des témoignages de ces victimes directes publiés dans Libération, dans Le Monde, etc. Voilà. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai entendu à France Inter, dans une émission à très grande écoute, dans un documentaire, une série documentaire consacrée à Jean-Marie Le Pen, produite par Philippe Collin, affirmer, avec un aplomb qui m'a sidéré, que Jean-Marie Le Pen n'avait sans doute pas torturé en Algérie, puis entendu à nouveau le même producteur, malgré les protestations qui ont été émises, répéter qu'il n'y aurait pas de preuves. Bon, alors là, j'ai réfléchi un peu, et j'ai réalisé que les dernières révélations en question, elles datent de 20 ans. C'était dans Le Monde en 2002, de plus de 20 ans. Et que ces 20 années, c'est précisément les années de la fameuse dédiabolisation du FN devenu RN, que probablement toute une catégorie de gens ignorait complètement tout ça. Et donc, je me suis dit qu'il était d'intérêt public de réunir, déjà pour commencer, la totalité d'un dossier qui n'avait jamais été réuni jusque-là, et de le mettre à la disposition de tout le monde. Voilà. Moi, c'est clairement mon cas. Enfin, je veux dire, moi, la première fois que j'ai voté, c'était en 2002, pour les présidentielles.
J'ai dû donc voter contre Jean-Marie Le Pen. Ouais. C'était le début de ma vie politique en tant que citoyenne française. Et donc, je me retrouve exactement dans la situation que tu décris, c'est-à-dire que j'ai toujours entendu parler de cette personne dans le paysage politique important, hein, c'est-à-dire les présidentielles, les européennes, toutes les élections, et c'est assez difficile. L'émission à laquelle tu fais référence, c'est Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, qui a été Ouais. diffusée l'été 2023 sur France Inter. Et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Grâce, par rapport à cette amnésie collective en fait qu'il peut y avoir au sujet d'actes qui pourtant avaient été largement relayés dans les médias dès les années 80, mais surtout dans les années 90 et dans les années 2000. Donc tu dis dans ton livre que ce que j'ai appris, que Jean-Marie Le Pen a toujours été intéressé par les guerres coloniales. Il avait pour projet de s'engager en Indochine, évidemment du côté des colons. Et c'est sur le navire qui l'a emmené en fait vers l'ancienne Indochine, qu'il a reçu la nouvelle de la victoire des colonisés à Dien Bien Phu. Et donc, il est quand même resté sur place. Et dans ton livre, en fait, on apprend que c'est là-bas qu'il s'est familiarisé avec les techniques de torture qu'il va mettre en application en Algérie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est en Indochine, effectivement, où il va, alors que rien ne l'oblige à y aller. Hein. Il faut rappeler qu'il n'est ni un appelé du contingent, bon, en Indochine, il n'y avait pas d'appelé du contingent, qui est obligé de faire un service militaire sans qu'on lui demande son avis. Il n'est pas non plus un militaire de carrière. Il est un engagé volontaire pour des raisons idéologiques. Hein. À ce moment-là, en 54-55, il est un jeune militant ultranationaliste, anticommuniste, d'obédience fasciste, on va dire. Hein. Et il décide, avec d'autres, hein, il n'est pas le seul à faire ça, à aller combattre les rouges et les coloniser. Hein, c'est les deux aspects, le colonialisme et l'anticommunisme, qui est très présent à ce moment-là, en Indochine. Alors, c'est comme tous les officiers français de la 10e division parachutiste, c'est en Indochine qu'il apprend ce qu'on appelle les méthodes de la guerre contre-insurrectionnelle. C'est-à-dire, la problématique de l'armée française déjà en Indochine, c'est comment on fait pour extirper une organisation clandestine qui pratique la guérilla et qui est comme un poisson dans l'eau dans une population colonisée qui est au minimum l'aide. Hein, voilà. Et donc on met au point une technique qui est enseignée officiellement, qui est une doctrine officielle de l'armée française à la fin de la guerre d'Indochine, qu'ils appellent la doctrine de la guerre révolutionnaire, donc contre-insurrectionnelle en réalité, et qui repose notamment sur l'utilisation de l'interrogatoire sous la torture. Voilà. Alors, Le Pen, il passe cette année sur laquelle on doit dire qu'on sait peu de choses. Et puis, la guerre d'Indochine, dans la mémoire française, c'est un trou noir. Hein. Il y a c'est très, très mal connu. Bon. Et ensuite, donc, il fait la même chose. Une fois élu député du 5e arrondissement de Paris dans le mouvement poujadiste, un mouvement d'extrême droite, disons, hein, il fait la même chose en Algérie. Et quand il arrive en Algérie, c'est quelques jours avant que le gouvernement de l'époque est un gouvernement socialiste, hein, SFIO, dirigé par Guy Mollet, dans lequel il y a François Mitterrand qui est ministre de la Justice. Ce gouvernement décide d'en finir en fait avec le nationalisme au sens le plus général du terme algérien dans la ville d'Alger, qui est la ville vitrine de l'Algérie française, où le FLN appelle à une grève générale anticoloniale de 8 jours, c'est-à-dire d'une durée exceptionnelle, qui est destinée à démontrer que, contrairement à ce que dit le gouvernement, le FLN, à ce moment-là, bénéficie déjà d'un soutien très large dans la population. C'est ça qui motive ce qu'on appelle le déclenchement de la bataille d'Alger. Voilà. Avant que Grâce ne pose sa question, je voulais dire que tu parles de tourisme militaire. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ton livre, c'est qu'on voit que Jean-Marie Le Pen n'avait aucune, comme tu l'as dit, aucune obligation de se rendre dans les territoires colonisés, mais qu'il y est vraiment allé avec non seulement le but d'apprendre, mais en plus véritablement de participer directement à l'oppression des populations colonisées. Absolument, oui, bien sûr. D'ailleurs, donc il a un statut très particulier. Ça n'est en aucune façon un militaire comme un autre. Et d'ailleurs, l'intégrer dans les rangs du premier régiment étranger parachutiste dans lequel il était a posé quelques difficultés à la hiérarchie militaire, parce qu'il le connaissait déjà depuis l'Indochine. Hein. Déjà, c'est un type qui n'était pas discipliné du tout, qui était connu pour ses excès, notamment de boisson, qui avait un ego absolument surdimensionné, qui emmerdait le monde avec ses logorées permanentes politiques. Hein, bon, voilà. Et il fait ce qu'il veut. Par exemple, en janvier, il y a une campagne électorale imprévue à Paris. Il rentre 15 jours, il prend une permission, il fait un peu ce qu'il veut. Et
D'ailleurs, un des lièvres que je soulève dans le bouquin, c'est qu'en fait, on va lui demander de partir avant la fin de son contrat d'engagé volontaire parce qu'il en fait un peu trop. C'est pas le fait d'avoir torturé qu'on lui reproche, hein, ça c'est couvert par les autorités. C'est d'être impliqué dans des violences, notamment à l'égard de policiers algérois, qui font des ordres et qu'on n'a vraiment pas du tout intérêt à rendre public à ce moment-là. Sur tout ce que tu viens de dire là, moi je note dans ton livre qu'il y a vraiment une forme de continuité entre ce qui s'est passé en Indochine et des techniques qui ont été apprises, et comme une éducation militaire, enfin une éducation colonialiste, on va dire, et ce qui se passe après en Algérie. Toi, en tant qu'historien, tu as cette particularité de t'intéresser au point de vue des victimes. Et donc, tu ne bases pas ton travail uniquement sur le point de vue des militaires français. Et est-ce que tu peux nous expliquer, on revient sur ces outils de torture, en tout cas ces méthodes, processus de torture qui sont donc importés d'Indochine jusqu'en Algérie. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un peu abstrait parfois. Oui. Alors, il faut savoir déjà une première chose, c'est que, vous savez, à l'époque, en France, il y a des gens qui protestent contre la torture. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais c'est un reste du nazisme. Parce que leur souvenir, leur mémoire à eux de la torture, c'est la Gestapo pendant l'occupation. En réalité, la torture, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la domination coloniale sur le corps des colonisés, hein, sur le corps et l'esprit des colonisés. On repère une torture pratiquée par exemple par la sûreté en Indochine dès les années 1930. Ils inventent à ce moment-là la torture moderne à l'électricité qu'on appelle la GGN. Hein. Alors, pour être précis, qui consiste à attacher des électrodes sur les parties sensibles du corps et à envoyer des décharges. Bon, c'est routinier. Il y a dans la police d'Alger également, bien avant la guerre d'indépendance algérienne, une routine tortionnaire. C'est établi par des rapports officiels qui sont bien connus. Bon. Ce qui se passe en 1957 à Alger avec la bataille d'Alger, c'est véritablement le passage à l'échelle industrielle. Hein. Pierre Vidal-Naquet, le grand historien, disait c'est une institution clandestine. Et là, alors on enseigne aux officiers dits chargés du renseignement, on enseigne comment pratiquer la bonne torture. Il y a une école à Philippeville, Skikda aujourd'hui, qui est dirigée par Marcel Bijard, dans laquelle on explique aux officiers, voilà, nous on n'est pas des nazis. Vous savez, on parle de gens qui étaient des résistants dans les forces françaises libres, souvent, qui vont à la messe le dimanche, qui ont quelques problèmes de conscience parfois. Et donc, on leur explique, voilà, nous, on fait une torture humaine. Le mot est employé. Hein. Et donc, on n'utilise pas, on ne fait pas couler le sang, on n'est pas sadique, on ne fait pas ça en présence des jeunes militaires, en public, on s'arrête quand c'est fini, enfin bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous avez droit à utiliser la GGN, l'électricité, qui a l'avantage de pouvoir être gradué. Hein, on peut balancer des charges plus ou moins intenses, on peut s'arrêter. Voilà, c'est censé permettre au type de rester en vie, d'avoir le temps de parler. Et vous avez droit aussi à la torture à l'eau, simulation de noyade, ingestion forcée d'eau généralement souillée, qui elle aussi peut être graduée, les deux méthodes ne demandant que très peu d'équipement, hein, et surtout ne laissant, en théorie, que très peu de traces sur les corps. D'accord? Et donc... plus pour se dédouaner, en fait, que par humanité, en réalité. Ouais. C'est pour ne pas être... Voilà, bien sûr. Alors, cela dit, malheureusement, bien d'autres méthodes ont été appliquées. Hein. Quand on va interroger les Algériens, aujourd'hui, les vieux ont des souvenirs de méthodes bien plus sanglantes. Hein, le poignard, on a même, avec Malik Aral, il n'y a pas très longtemps, dans une ferme de la Mitija, rencontré une vieille dame qui nous disait il faisait sardouk. En algérien, c'est le coq. Alors, on a mis du temps à comprendre qu'en fait, il lâchait la basse-cour sur des corps déjà ensanglantés. Hein, les coqs, voilà, c'est une des formes de torture possibles. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Il y a aussi, quand même, il faut le dire, le viol par la bouteille qui était très souvent pratiqué, y compris d'ailleurs, selon certains témoins, par Jean-Marie Le Pen. Bon, voilà. Mais voilà, donc la torture, elle est institutionnalisée en 1957 et elle va être généralisée ensuite à toute l'Algérie et elle va durer jusqu'à la fin. Hein, même si, dans les dernières années, De Gaulle fait savoir qu'il faudrait mettre un peu la pédale douce sur ces histoires-là. Ce qui est
Assez frappant dans ton livre, c'est qu'on se rend compte du fait que les actes de torture effectués par Jean-Marie Le Pen sont très très bien documentés. Dès mars 1957, il y a 2 personnes, Abdenour Yahayaoui, 17 ans, et Ahmed Bouaïk, 39 ans, qui portent plainte contre Jean-Marie Le Pen. Le journal clandestin du FLN, donc qui est le Front de libération algérien, dénonce aussi les agissements de Jean-Marie Le Pen, qu'il décrivent comme un député de Paris et surtout comme un tortionnaire en action à Alger. Et dans le journal Le Monde, en 1957, Jean-Marie Le Pen justifie la torture qu'il qualifie d'inévitable et dont il dit qu'elle peut être juste. Donc en fait, il y a vraiment un décalage entre le fait que les actes dont on sait qu'ils sont avérés, qui sont pas secrets, et pourtant aujourd'hui on entend encore beaucoup de déni. Tu parles de Philippe Collin, mais on peut aussi parler des 2 biographes de Jean-Marie Le Pen, Pierre Péan et Philippe Cohen. Ouais. Philippe Cohen, qui ont fait paraître une biographie en 2012. Oui. Alors en fait, Jean Le Pen a fait constamment l'apologie de la torture. Hein, et d'ailleurs, ça c'est resté toujours aussi un message crypté à l'intention du noyau dur de son électorat, pour qui avoir torturé des Arabes, ça n'est pas du tout un problème, bien au contraire. Hein. Donc l'apologie de la torture, en utilisant le refrain inventé par les militaires selon lequel elle servait à désamorcer des bombes prêtes à exploser, à tuer les innocents, ce qui est une fable complète. Bon, voilà, il n'y a jamais eu aucun exemple donné de ça. Il a même dit, en 62, une fois qu'il était couvert par l'amnistie, puisque tous ces gens ont été... on leur a garanti l'impunité judiciaire complète dès la signature des accords d'Évian 2 jours après. Hein, les accords d'Évian, ce sont les accords qui mettent fin à la guerre. Révolution algérienne. Ouais. Bon. Et donc il dit, j'ai torturé, au journal Combat, j'ai torturé, j'ai eu raison de le faire. Bien. Alors ensuite, c'est un peu oublié, comme d'ailleurs la guerre elle-même est l'objet d'une amnésie organisée. Hein, on pourrait en reparler. Bon. Et puis, le problème, c'est quand Jean-Marie Le Pen devient un personnage politique de premier plan, ça se passe dans les années 80, qu'il a donc des ambitions politiques, et là, les journalistes se mettent à fouiller son passé, retrouvent facilement les échos des accusations dont tu as parlé, Rokhaya, qui a été portée contre lui. Et là, il ne peut plus assumer la totalité des choses. Donc il continue à faire l'apologie de la torture, mais il nie avoir lui-même torturé, et il se met à attaquer systématiquement en diffamation. Il y a un moment dont je parle dans le livre, qui est cette fameuse émission... L'heure de vérité. Avant que tu en parles, je propose qu'on écoute un extrait. On va mettre le premier extrait. Vous me faites un procès anglais, n'est-ce pas ? Ne parlons plus d'antisémitisme pour l'instant, mais seulement peut-être de violence. J'ai là un rapport sur lequel j'aimerais avoir votre avis pour savoir si les faits sont exacts ou non, du commissaire principal d'Alger en 1957. C'était le procès Le Pen, je ne savais pas, vous ne m'aviez pas averti. Je pensais que M. Servan-Schreiber était là à raison de ses compétences économiques, et je m'aperçois que c'est un procureur de l'antiracisme. Non, pas seulement, également de l'antiviolence. Ce rapport déclare, le commissaire principal Gilles, que lors de l'arrestation d'un Algérien, Yahayaoui Abdenour, lors de son arrestation, 2 fils électriques furent reliés au lobe de ses oreilles, et le lieutenant Le Pen lui-même faisait fonctionner une magnéto à manivelle à l'aide de laquelle il lui envoyait des décharges électriques dans le corps. En présence de ce même officier, le jeune Yahayaoui fut frappé avec un air de bœuf et fut attaché nu sur un banc, pieds et poignets liés, et dut ingurgiter de force une certaine quantité d'eau. Je vous passe le reste. C'est scandaleux ce que vous dites là. C'est scandaleux. Bon, car ce monsieur Gilles n'a jamais témoigné de cela. Où a-t-il témoigné de cela ? J'ai copie de ce C'est scandaleux, c'est une provocation policière. Donc il s'agit de l'heure de vérité, l'émission qui a été diffusée sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2 en 1984. Donc c'est la première fois que Jean-Marie Le Pen est exposé au grand public en France. Et tu dis que ce moment-là, c'est aussi un moment décisif où on lui oppose les faits de torture et que par la suite, en fait, il va systématiquement attaquer. Voilà. Alors il feint la surprise, hein, et il feint même de découvrir le document en question du commissaire Gilles, qui a été publié dès 1962 par Pierre Vidal-Naquet. Il le connaît très très bien, évidemment. Et en fait, ces 2 plaintes, c'est celles qui sont à l'origine de son départ précipité d'Alger, parce que figurez-vous que les 2 plaignants en question n'ont absolument aucun rapport avec le FLN et avec le nationalisme. Et il y en a un des 2, celui qui n'est pas cité,
qui est torturé, qui est emmené à la Villa Cézini, qui est un centre de torture bien connu, parce qu'il a refusé d'ouvrir le bar de l'hôtel Albert Ier à Jean-Marie Le Pen à 2h du matin, lequel Jean-Marie Le Pen était sous d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, alors Le Pen connaît tout ça très bien, mais là, il adopte pour la première fois cette posture donc d'indignation, et il va faire suivre. Alors, il n'attaque pas les journalistes de l'heure de vérité, mais quand Libération, quelques mois plus tard, est allé donc à Alger, hein, c'est très important, là, on voit des journalistes français qui se mettent tout d'un coup à s'intéresser à cette histoire, parce qu'il s'agit de Jean-Marie Le Pen, hein, parce que jusque-là, ça ne les avait pas intéressés particulièrement, il faut bien le dire. Parce que c'est pas le seul à avoir torturé en Algérie. Non, mais bien loin de sûr, là. voilà. Donc, alors, ils sont allés, et Lionel Duroy, hein, qui est un journaliste, un grand reporter de Libération, aujourd'hui un écrivain, il retrouve des victimes directes de Le Pen qui racontent. Et alors là, évidemment, pour quelqu'un qui brigue les plus hautes fonctions politiques en France, c'est difficile à accepter. Et Le Pen attaque en diffamation avec... Alors, à l'abri de l'amnistie qui fait qu'il sait très bien que les faits en question ne peuvent pas lui être reprochés et ne seront jamais jugés. Hein. Donc, pour qu'on soit clair, en fait, comme une amnistie est intervenue avec les accords d'Évian en 62, toutes les personnes qui ont commis des actes de torture, bien que ce soit des crimes de guerre, ne peuvent pas être exposées à des conséquences. Ces crimes n'existent plus, tout simplement, donc lui, aux yeux de la loi. Il attaque simplement le fait qu'on dise qu'il a torturé, même s'il sait qu'il ne risque rien par rapport aux tortures. Et la loi sur la presse qu'il utilise, donc la loi sur la diffamation, elle demande au tribunal de juger sur la bonne foi, sur la façon de dire les choses, etc. Et là-dessus, il joue sur du velours, donc voilà. Bon, c'est assez compliqué en fait cette loi, et donc il gagne les premiers procès. Alors c'est pas le seul de ces anciens tortionnaires qui se permettent d'attaquer en diffamation les gens qui rappellent leur passé. Maurice Papon, par exemple, l'a fait avec Jean-Luc Einaudi. Le général Schmitt, qui est devenu ensuite le chef d'état-major de François Mitterrand, a fait la même chose. Et souvent, ils ont gagné leur procès. Alors, il se trouve que Le Pen perd les derniers, parce que la société a changé, en fait. Hein. Et vous savez, il accuse, j'avais même pas remarqué, il accuse le journaliste Servan Schreiber de se faire le procureur du racisme. En fait, ce qui se passe dans les années 80, c'est ce qui fait qu'on s'intéresse à tout ça, c'est à la fois la montée du Front National qui réactive le racisme colonial en France, mais aussi un mouvement antiraciste en réponse, en riposte, hein, qui lui aussi, en fait, redécouvre cet héritage colonial de racisme. Hein. C'est un phénomène intéressant. Et oui. Moi, j'aimerais faire un parallèle sur ce que tu viens de dire, Fabrice, sur le fait que quand on parle d'antiracisme aujourd'hui, en 2024, il y a une forme aussi d'amnésie collective sur les racines du racisme, et que aujourd'hui, on en est à cette même absurdité que tu décris, c'est-à-dire que lorsque je parle de l'expérience raciste que je vis, c'est moi qu'on traite de raciste parce que je verrai le processus raciste. Et donc, il y a une forme de... On nous dit régulièrement que cette émission, ce podcast dans lequel tu interviens, c'est que c'est raciste de dire que je suis perçue comme une femme asiatique ou comme une femme noire et qu'aujourd'hui on voit plus les couleurs, etc. Et donc c'est exactement le même procédé qui voudrait qu'aujourd'hui on surmonte le racisme dont on ne veut pas parler, tu vois. Et c'est vraiment un parallèle avec ce que tu décris sur cette volonté nationale, collective, organisée de mettre ça sous le tapis et que, maintenant, voilà, on passe à autre chose. Mais ce que tu décris, c'est le triomphe idéologique du lepénisme, en réalité. Hein. Bien au-delà, donc il y a un triomphe. Vraiment, ils ont gagné une bataille culturelle, enfin, en grande partie, il ne faut pas exagérer les choses non plus. Voilà, oui, tout à fait. Et alors, après l'émission dont on a écouté un extrait, qui est en 84, tu dis dans ton livre qu'il y a vraiment un nombre de gens qui vont et qui prennent la carte du parti, en fait, du Front National, et aussi qu'en 86, donc quelques années après, il devient député européen. Donc, il y a une vraie... et c'est là... Et tu dis aussi que c'est un moment où il sort de la marginalisation politique dans laquelle il était. Ça, c'est important parce que, tu sais, nous, comme je te dis, moi, j'ai connu que le Front National. Il était au deuxième tour quand je suis arrivée, moi, à maturité politique. Donc, moi, il a toujours été hors de cette marge. Et quand je remonte un peu avec ton livre, tu vois, que je vois expliquer le comment c'est arrivé, je me dis, mais en fait, tout le monde savait, en fait. Enfin, il n'est pas venu par derrière. En fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vraiment, tu parles d'amnésie organisée, et c'est vraiment ça, parce que Lionel Duroy, le journaliste de Libération que tu as évoqué, est allé en Algérie. Il a retrouvé le fils
notamment, entre autres, le fils d'Ahmed Moulay, qui est un homme qui avait été torturé à mort à son domicile. Et en fait, il montre à Lionel Duroy un poignard des jeunesses hitlériennes gravé au nom de Jean-Marie Le Pen, qu'il lui remet parce que Jean-Marie Le Pen, selon lui, l'avait laissé tomber chez lui. Donc, c'est-à-dire qu'on a un lien à la fois entre le nazisme, l'activité colonialiste de Jean-Marie Le Pen et un document historique, en fait, qui est remis à un journaliste. Et je suis assez frappée de voir que ça a complètement disparu de l'analyse politique qu'on fait du RN aujourd'hui. Alors, pour être précis, ce poignard, qui a une histoire tout à fait extraordinaire, effectivement, donc a été oublié par Jean-Marie Le Pen dans une maison de la Casbah où il a tué Ahmed Moulay, le père de Mohamed Moulay. Ce poignard, on peut faire l'hypothèse qu'il a été offert à Jean-Marie Le Pen par un des très nombreux anciens SS qui ont été incorporés, souvent de force d'ailleurs, dans la Légion étrangère, en 1945, en 1946-47, on parle de 30 000 Allemands dans la Légion étrangère, dont 3 à 4 000 anciens Waffen-SS. Et par exemple, à la Villa Cesini, il est bien connu qu'il y avait un type qui s'appelait Fritz Feldmayer, qui était un ancien SS, qui était celui qu'on avait chargé des pires besognes, d'ailleurs. Bon. Alors, le lien, il est là, mais en fait, pour revenir sur cette histoire de sortie de la marginalité politique, après 1945, l'extrême droite française, elle est frappée au sceau de l'infamie collaborationniste et antisémite. Elle se relève comment ? Elle se relève par la défense de l'Algérie française. Et c'est ça que fait Le Pen. Quand il rentre de son séjour sanglant à Alger, il crée un premier parti qui s'appelle le Front National des Combattants, dans lequel il va fédérer des paras, des pieds noirs, etc. Alors, il va mettre du temps à créer, encore une dizaine d'années à créer le Front National. Et il choisit un emblème intéressant pour ce... Il y a déjà, dans l'emblème du FNC, il y a déjà la flamme tricolore qui est empruntée au parti fasciste italien, avec en plus le glaive qui était l'emblème des parachutistes. Bon. Mais ce que réussit à faire le Front National, c'est à laver de l'infamie collaborationniste, toute une génération, alors qui est toujours là, c'est effectivement les fondateurs du FN, c'est un ancien Waffen-SS, des collabos, etc. Mais qu'est-ce qui permet à ces gens-là de réapparaître en public, de se refaire une santé politique ? C'est le combat mené pour la défense des colonies, et c'est l'idée qu'ils font prospérer en France, qu'on doit continuer la guerre perdue contre les Arabes musulmans en Algérie, on va la continuer en métropole. Il y a des discours particulièrement clairs là-dessus. Ils continuent la guerre d'Algérie. Et on peut même dire qu'aujourd'hui, si vous voyez dans certains cercles, je ne sais pas moi, zémouristes ou etc., on a ce discours-là encore. La guerre perdue en Algérie, parce que la guerre, elle a été perdue. Pour eux, ça a été un drame absolument terrible, la défaite face au FLN, l'indépendance de l'Algérie. C'est la fin de l'ère coloniale. L'ère coloniale, c'est l'âge d'or du suprémacisme blanc. C'est bien pour ça qu'ils sont dans la nostalgie et dans la falsification de l'histoire en permanence. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus beau pour un suprémaciste blanc que l'époque coloniale ? Rien du tout. Voilà. Oui, tu utilises ce terme dans le livre, et c'est un terme qui revient souvent pour expliquer cette nostalgérie. Donc c'est la contraction de la nostalgie et de l'Algérie, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut étendre à toutes les colonies de l'Empire français. Il y a une forme en fait, on regrette ce temps béni des colonies, pour reprendre cette expression de la chanson de Michel Sardou, où voilà, ce suprémacisme blanc est incontesté, et où il y avait la belle vie, en fait, quoi. Et c'est vraiment cette nostalgie coloniale, elle est vraiment très présente. Tu sais, moi, quand je vais dans une épicerie et que je vois des boîtes de thé où il y a marqué comptoir de la France en je sais pas quel pays, c'est exactement ça qu'on est en train de mobiliser. Donc, et c'est pas du tout quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui est un peu infusé dans toutes les strates de notre vie. Bien sûr, oui. Et de manière générale, comment tu expliques le fait que cet héritage colonial est violent, ne soit plus jamais opposé aux personnes du RN aujourd'hui ? C'est-à-dire que on parle plus des déclarations tonitruantes et racistes de Jean-Marie Le Pen que de ses actes. Dernièrement, Jordan Bardella a fait scandale parce que quand on lui a demandé si Jean-Marie Le Pen était antisémite, il a dit non. Mais en fait, on va jamais demander à Jordan Bardella de s'expliquer par rapport à des actes de torture et de meurtre. Mais parce que nous sommes dans un pays où avoir trempé dans des crimes coloniaux n'est pas jugé comme étant infamant, comme étant grave. Pourquoi ?
parce que on parle du Front National, mais tous les principaux courants politiques français ont été mêlés à ce passé honteux. Je vous ai dit que la bataille d'Alger, l'institutionnalisation de la torture, c'est la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. Hein, le courant gaulliste à droite, il a mené De Gaulle, avant de se résoudre très tardivement à négocier l'indépendance avec le FLN, il a mené les années de guerre les plus dures en Algérie. Hein. Il n'est pas seulement celui qui aurait accordé, avec beaucoup de guillemets, l'indépendance. Il a tout fait pour ne pas le faire et il a mené les années la guerre la plus dure. Bon. On peut parler de François Mitterrand aussi. Oui, bien sûr, Mitterrand, SFIO, Mitterrand, il est dans les gouvernements en question. Hein. Donc, il y a eu, dès le lendemain de la guerre, un consensus pour maintenir une omerta sur tout ça. Et ce qui est très grave, à mon avis, pour parler d'aujourd'hui, c'est que tous ces courants politiques, ce qu'il en reste aujourd'hui, n'ont jamais fait aucun inventaire de ce passé. Jamais. Il n'y a pas eu le moindre regard critique sur leur histoire. Mais ce fait-là, ce refus de regarder ce qu'a été l'histoire du colonialisme, ça a des implications dans les prises de position politiques aujourd'hui, dans les prises de position politiques sur la question du racisme systémique, sur la question de l'islamophobie, sur ce qui se produit en Palestine, par exemple, hein, l'incapacité à reconnaître une situation coloniale, à reconnaître la position du colonisé, celle du colonisateur, cette facilité à s'identifier spontanément au colonisateur et pas au colonisé, cette incompréhension devant ce que peut être, y compris de pas reluisant du tout, la résistance anticoloniale. C'est pourtant des choses dont on a été ultra familier, notamment pendant la guerre d'Algérie. Hein, et pourtant, aucun enseignement n'en est tiré. Et c'est quand même une particularité française. Et moi, j'estime, pour finir là-dessus, que une des choses qui explique la faible mobilisation en France, par exemple, de solidarité avec les Palestiniens, quand on la compare à celle qui existe en Angleterre, en Espagne ou ailleurs, elle s'explique en partie par cette espèce de bonne conscience coloniale française qui produit ce genre d'effet. Bon, il y a aussi le fait qu'on est un pays qui a pratiqué quand même une islamophobie, elle aussi systémique, depuis plusieurs années. Ça produit des effets, hein, dans la population. Bon, voilà. Et d'ailleurs, pour parler de cet héritage, dans ton livre, tu cites José González, député qui est arrivé à l'Assemblée nationale en 2022 avec la vague des 89 élus du Rassemblement national. Lui-même rapatrié d'Algérie, il dit à l'époque qu'il craint qu'en France, on subisse la même chose qu'en Algérie avec des populations qui nous poussent dehors. Et je te propose d'écouter un extrait de sa première intervention à l'Assemblée nationale. On écoute d'abord donc le député José González. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est un hommage à l'Algérie française? Alors, je suis pas sûre que la question était nécessaire, ça me semble assez clair. Donc, c'est un extrait de BFM TV qui a été diffusé en juin 2022. Donc, ça a fait un tollé. Et malgré tout, après avoir été interrogé juste en sortant de l'Assemblée nationale, donc quelques temps plus tard, José González renchérit avec une autre intervention qu'on peut écouter à nouveau. Et quelques secondes plus tard, José González insiste devant des journalistes. Des crimes en Algérie, non, l'armée française, je ne pense pas, et encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes, je ne sais même pas ce que c'était l'OAS, je dis presque pas. Ça, c'était sur RMC en juin 2022 également. Alors, c'est quand même incroyable ce niveau de mauvaise foi, de dire c'est c'est du pas négationnisme. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et je sais pas ce qu'est l'OAS. C'est un grand moment quand même, hein, un grand moment que j'ai choisi de mettre en introduction de mon bouquin, je crois, ou de l'introduction ou de la conclusion, j'ai oublié, pardon. En tout cas, c'est un moment extraordinaire parce que c'est l'année du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, de la fin officielle de l'empire colonial, de 4 siècles de colonialisme. Hein. Bon. Et ce qu'on trouve à faire, et ce que réussit à faire, ils font un très joli coup au Rassemblement national. Il faut savoir que le discours en question, là, il a été préparé soigneusement avec Marine Le Pen, et qu'il a valu
à José González les félicitations de Jean-Marie Le Pen, qu'il a appelé. Hein. Bon, ça a été écrit dans Le Monde. Alors, il fait applaudir un discours de nostalgie de l'Algérie française. Alors, il ne s'agit pas de nier le fait que les pieds noirs qui ont été obligés de quitter l'Algérie, où ils vivaient parfois depuis 4 générations, ont une vraie souffrance. Hein, elle est incontestable. Mais là, c'est un coup politique. Donc, il se fait applaudir très au-delà des rangs de l'extrême droite dans l'Assemblée. Et puis après, dans les couloirs, il se lâche. Et alors là, il vous dit, non, il n'y a pas eu de crime de l'armée française. L'OAS, je ne sais pas ce que c'est. Alors qu'il avait 18 ans à Oran, c'est-à-dire en 62, au moment où l'OAS d'Oran, qui était la plus dure, vraiment semait la terreur, avait mis la ville à feu et à sang. Il avait 18 ans à ce moment-là, avant donc d'arriver à Marseille, où il adhère au Front National assez rapidement. Oui, donc ça avait quand même. Donc on est ici on est ici, c'est des gens qui avancent masqués. Alors ils ont effectué, et c'est quand même emblématique, parfaitement emblématique de ce déni dans lequel on baigne en France, malgré les gesticulations mémorielles de l'actuel président de la République, hein, qui prône une histoire apaisée, mais c'est une histoire apaisée qui est apaisée au prix de l'évacuation de tous les aspects justement criminels de cette histoire. Il y a quand même un truc que la République française est incapable de dire maintenant longtemps après tout ça, c'est ce qu'a été le colonialisme à ses yeux. Elle a été capable de dire ce qu'a été Vichy, hein, ce qu'a été la complicité de Vichy dans la perpétration de la Shoah. Elle a été capable de qualifier l'esclavage de crime contre l'humanité. Elle n'est pas capable, pour des raisons politiques, de qualifier ce qu'a été le colonialisme. Hein, et du coup, donc, de dire que la justice, elle était du côté des combattants anticoloniaux, et que le crime, les répressions de ces mouvements étaient criminelles. Il y a une chose dont on parle peu, c'est l'idéologie viscéralement anti-républicaine de Le Pen. Et pourquoi cette hostilité n'est jamais nommée, et que reste-t-il de ça dans le RN, qui se prétend aujourd'hui faire partie de la République? Écoutez, oui, alors bon, Le Pen, il a joué un jeu, un double jeu longtemps, hein, donc profitant donc du jeu démocratique pour effectivement promouvoir une politique totalement anti-républicaine. La République est quelque chose la démocratie, plus exactement, est quelque chose que haïssent ces gens-là. Et toujours aujourd'hui, bien sûr, hein, bien qu'ils fassent des gros efforts, des efforts qui portent leurs fruits d'ailleurs, pour faire croire qu'ils vont se couler dans un fonctionnement démocratique. C'est tout le problème de la normalisation réussie en grande partie par le RN. Hein. Mais bon, je voudrais dire aussi que on parlait tout à l'heure donc du triomphe idéologique du Rassemblement national. Le lepénisme, il a gagné bien au-delà. Quel que soit le résultat de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, il a gagné. Il a gagné, on peut le voir dans la loi immigration, par exemple, votée, qui est une loi inspirée qui est une loi, véritablement une loi lepéniste. Et on pourrait multiplier les exemples. Quand on voit le discours d'un Gérald Darmanin, par exemple, qu'est-ce qui le distingue d'un ministre de Marine Le Pen de l'Intérieur? À mon avis, rien du tout. Hein. Et d'ailleurs, on se souvient du débat qu'il avait opposé à Marine Le Pen, au cours duquel il lui avait dit qu'elle était trop molle. Oui, Donc, bien sûr. On voit cette obscénité d'un ministre de l'Intérieur, par exemple, qui se vante tous les jours sur Twitter du nombre de sans-papiers qu'il a réussi à faire expulser de France. Enfin bon, on est dans une démagogie raciste, xénophobe et islamophobe. À voir la dernière expulsion d'imam, je n'ai pas suivi de très près, mais bon, visiblement, on est dans la démagogie raciste, quoi. Bon, voilà. C'est pas très réjouissant tout ça, Fabrice. Est-ce que tu penses que ton livre peut avoir une incidence sur la manière dont on aborde le RN? Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que autant d'informations soient disponibles et sur des faits très très graves, et que ces informations n'ont absolument aucune incidence sur la manière dont on perçoit le RN. C'est vraiment le plus inquiétant. Rokhaya, non, je n'ai aucune illusion de ce type. Je ne crois pas faire perdre une seule voix à Marine Le Pen. Je sais, comme historien, je ne suis pas le seul, que, vous savez, les crimes du colonialisme, ils sont bien documentés aujourd'hui. Il y a des travaux historiques très nombreux, et les gens qui travaillent là-dessus ont l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes, ça ne sert à rien. Ce qui compte, ce sont les mobilisations. Il y a eu, par exemple, un moment très important, c'est
la déclinaison française de Black Lives Matter au printemps 2020. Oui, avec le comité Adama, notamment. Avec ce qu'on a appelé la génération Adama, ce grand moment où on a réussi à mettre dans la rue toute une jeunesse qui, elle, a une exigence antiraciste authentique, qui s'est heurté à une fin de non-recevoir violente de la part du pouvoir. Mais bon, ça, alors, c'est malheureusement, ça semble avoir un peu disparu, mais en réalité, ça n'a pas disparu. Hein, faut pas être dans un pessimisme, dans un catastrophisme complet, parce qu'il y a quand même des raisons d'espérer, mais à condition qu'il y ait la possibilité pour tout ça de s'organiser, de continuer à prospérer. Et là, on est dans des difficultés, politiques, quoi. Mais non, les livres de ce genre ne font rien du tout. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je vois des tas de gens qui félicitent Jean-Marie Le Pen pour avoir torturé. Hein. C'est horrible. Mais c'est vrai que ça fait penser. En fait, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé autour du policier qui a tué Naël, pour lequel une cagnotte a été organisée. En quelques jours, il a collecté 1 million d'euros. Donc, on a l'impression qu'effectivement, on valorise le fait que des gens puissent être à l'origine de crimes racistes. Mais nous, on a bon espoir quand même quant au fait que ton livre va peut-être toucher ces jeunes générations. Oui, lisez le livre de Fabrice Riceputi, historien, auteur de Le Pen et la torture aux éditions Le Passager clandestin. C'est la fin de ce numéro de Kif Taras avec toi. Merci d'être venu nous voir. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes vraiment choqués par ce que dit Fabrice, n'hésitez pas à nous écrire. #Kif Taras sur les réseaux et kiftaras@kiftaras.com. Et bien sûr, @Kiftaras sur Instagram et sur Twitter. Pensez à nous noter sur les différentes plateformes de podcast, 5 étoiles de préférence. Mettez-nous des commentaires aussi, on adore ça. Kiftaras est un podcast produit par nous-mêmes, Grasly et Rokhaya Diallo. On a besoin de votre force, donc n'hésitez pas. L'habillage sonore est concocté par Baptiste Mayoraz et l'univers graphique par Argo et Gwen GLM. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grace. Merci Fabrice. Merci à vous deux.